y avoir au niveau de la désindustrialisation de notre pays. J'ai été à Belfort, j'ai pu discuter donc avec les militants de Belfort, General Electric, j'ai pu aller à Amiens avec les Whirlpool, j'ai pu aller à Bordeaux avec les Ford. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez que ces politiques qui nous donnent des leçons de morale, est-ce que vous croyez qu'ils vont les voir? Ces femmes et ces hommes qui ont en moyenne 15 à 20 ans d'entreprise, est-ce que vous croyez qu'ils vont aller les voir pour leur parler de l'égalité du point? Ils sont aveugles. Bon, eh bien, aujourd'hui, parce qu'il y a ce souci dans les entreprises, ça éveille ce qui vient d'être dit là en ce moment. Ce que j'appelle les raisons de la colère. On a fait une émission que vous pouvez retrouver sur YouTube le 28 novembre, quelques jours donc justement avant toute la lutte qui a été menée. Et là, vous avez pu voir, vous pourrez voir, si vous regardez cette émission, que les raisons de la colère qui sont bien ici, elles vont durer toute l'année. Quelle que soit l'issue de cette lutte, nos consciences collectives, elles vont être éveillées par ce problème-là. Les raisons de la colère. Maintenant, il y a une chose que j'ai retenue dans ma longue trajectoire de syndicaliste. C'est que quelle que soit la lutte que vous menez, si vous ne dressez pas un itinéraire politique, une issue, une troisième fois, qui puisse vous donner cet espoir qui ne nous est pas donné aujourd'hui, vous ne pouvez pas aboutir et vous ne pouvez pas rebondir. J'en ai fait longtemps l'expérience. Et je le dis dans toutes les AG où je passe. Attention, vous avez raison de le faire aussi largement, mais appuyez-vous chaque fois que vous le pourrez sur une discussion politique entre vous. Soyez et continuez à être politique. Et c'est pour ça que j'ai tenu que notre député Adrien, qui est souvent sur le terrain avec moi, puisse être en effet présent et nous donner cette troisième voie et l'explication de ce qui pourrait être une issue pour nous et qu'on ne reste pas dans cette souffrance qui est pour le fait d'une souffrance collective. Adrien, je vous demande donc de venir à nos côtés et d'intervenir comme il se peut. Merci Philippe, merci à toutes et tous. D'abord aux intervenantes et aux intervenants qui m'ont précédé et qui font la démonstration du panel extrêmement large de cette mobilisation et des secteurs qui sont mobilisés. Merci bien sûr aux militantes et aux militants qui ont organisé cette soirée. Merci à vous d'être venus, mais d'ailleurs je dois vous dire, je m'étonne, je ne comprends pas pourquoi vous êtes là, puisque tout est réglé. Ah oui, on nous a dit que l'âge pivot, ça y est, c'était retiré, même provisoirement. Pourquoi vous êtes venus ce soir? On devrait être resté chez nous, là, tranquillement, puisque le problème est censé être réglé. On vous a tout expliqué hier soir. Moi, j'ai bien écouté le journal télévisé, discipliné comme je suis. Les pensions ne vont pas diminuer, on nous l'a dit. Et l'âge pivot, il a été retiré, en tout cas, au moins provisoirement. Alors maintenant, je suis désolé, les amis, on va demander à éteindre les lumières, on va sortir, puisque tout est réglé. Non, évidemment, ça serait trop facile. Ça n'est bien sûr pas ce qui se passe. Même si la propagande médiatique, la propagande gouvernementale est très largement, trop largement relayée dans les médias, parce que oui, j'y viendrai dans un instant, le niveau des pensions va malheureusement baisser, et l'âge pivot, effectivement, ça a été dit très justement avant moi, son retrait, c'est du pipeau. Il n'y a pas le moindre recul, pas le moindre compromis, et pas le moindre bouger de la part du gouvernement, et s'il fallait encore vous en convaincre, j'en suis désolé, mais vous allez sûrement l'être dans quelques instants. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin dans mon discours ce soir sans commencer par nous souhaiter à toutes et tous des choses positives et profiter, puisque c'est l'usage, mais ce n'est pas parce que c'est l'usage, c'est aussi tout à fait sincère, à toutes et à tous, à celles et ceux qui vous sont chers, à vos proches, une très belle année. D'abord pour vous, des vœux de santé, et puis pour nous toutes et tous, des vœux de combativité, car on voit en ce début d'année combien cette combativité va être absolument nécessaire dans la période. Je le disais l'autre jour en présentant mes vœux dans ma circonscription dans le Nord, la nouvelle année, en général, il y a deux camps. Il y a ceux pour qui c'est juste une affaire de calendrier, ça n'a pas trop d'importance. Pour eux, c'est juste une occasion de plus, une de plus, de faire la fête, de manger toutes sortes de choses ensuite qui pèsent sur l'estomac, parfois de boire aussi un peu trop, et on a parfois les restes au moment de la reprise. Bref, il y a ceux pour qui c'est juste un changement de calendrier. Mais il y a toutes celles et ceux qui nourrissent beaucoup d'espoir dans un moment comme celui-là, parce qu'ils se disent que si l'année précédente a été difficile, le passage à la nouvelle année est matérialisé comme en quelque sorte un nouveau départ qui leur permet, jusqu'à dans les moindres recoins de leur existence, d'espérer un mieux. Et bien évidemment, fort heureusement, et malgré toutes les difficultés, oui, l'existence est fournie
de toutes ces petites joies quotidiennes qui, mises bout à bout, font les grands bonheurs, et parfois des années charnières où il y a des grands bonheurs de la vie qu'il faut pouvoir saluer. Évidemment, il ne va pas s'agir ce soir de noircir le tableau, mais quand même, on va le regarder ensemble de face, ce tableau, un instant, prendre un peu de recul pour en apprécier l'ensemble et forcer de constater qu'en ce début d'année, c'est pas parce qu'on a changé le numéro sur le calendrier que le tableau s'est éclairci, le moins du monde. Malheureusement, aujourd'hui, parmi les Françaises et les Français, que vous subissiez cette extension que l'on a vue de la pauvreté et de la précarité, parce que je veux rappeler que l'un des phénomènes majeurs depuis ces 2 ans et demi qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est que alors que la richesse s'est extrêmement concentrée entre quelques mains et que les 0,1% les plus riches ont beaucoup gagné depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir chaque année, sans l'avoir demandé, sans avoir bloqué le moindre rond-point pour cela, ni même occupé quelques rues que ce soit, mais dans le même temps, notre pays a atteint ce taux record de pauvreté qu'il n'avait jamais atteint de 14,7%. Par conséquent, l'hyperconcentration des richesses sème aussi la pauvreté et l'extension de la précarité dans notre pays. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit et ce que l'on observe, notamment à l'aune des grands défis qui nous font face, je pense à la question climatique, c'est que vous soyez en situation précaire, voire que vous subissiez carrément la pauvreté, ou que vous soyez plutôt matériellement, sinon privilégié, en tout cas plutôt préservé, personne, absolument personne, ne se sent plus complètement à l'abri de rien. Tout le monde se sent inquiet. Cette boule au ventre, cette chape de plomb a envahi quasiment tout le pays. Quand on ne se soucie pas directement de ce que va être la fin du mois, c'est la mobilité géographique contrainte qui peut nous inquiéter. C'est le fait de potentiellement perdre son travail, quand le travail est devenu à ce point précaire. Le fait de tout simplement ne pas en trouver dans un contexte qui demeure un contexte de chômage de masse. Bon, rassurez-vous, Madame Pénicaud nous dit « on n'a jamais autant embauché qu'aujourd'hui ». Alors moi j'ai regardé d'un peu plus près, c'est vrai, elle a raison, on n'a jamais autant embauché que ces 20 dernières années. Mais pour être plus exact, il faudrait dire, Madame Pénicaud, on n'a jamais autant signé de contrats de travail qu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. On n'a jamais signé autant de contrats de travail, d'abord pour une raison, parce que le travail est extrêmement précaire. 87% des contrats qui sont signés sont des contrats courts. 83% de ces contrats courts sont des contrats de moins d'un mois et plus d'un tiers de ces contrats courts sont des contrats, accrochez vos ceintures, tant pis pour vous si on n'a pas, de moins d'un jour. Des contrats de moins d'un jour. Quelle vie est rendue possible quand le travail est à ce point précaire? Mais, heureusement pour nous, on a eu droit au vœu présidentiel, cet instant hors du temps, qui peut nous permettre de se poser la question de savoir si l'Élysée sous Emmanuel Macron n'est pas une autre planète de notre système solaire, puisque toutes celles et ceux qui subissent ce que je viens de décrire, et nous en sommes tous les témoins du quotidien, ont été heureux d'apprendre le 31 décembre que, je cite, « la France n'a jamais connu un tel élan ». Nous sommes ravis de l'apprendre, Monsieur Macron, mais à cette heure, nous n'en voyons pas encore les fruits. Bref, pour commencer, merci à toutes et tous de votre accueil et bonne année à toutes et tous aussi. Puisque ce soir, nous sommes réunis pour parler d'abord et avant tout des retraites, puisque vous l'aurez compris, le problème n'est toujours pas réglé, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est ce qui a commencé à être fait avant moi, c'est depuis cette salle et par vos applaudissements, remercier fortement et saluer l'ensemble de celles et ceux qui, depuis plus de 40 jours, font grève. Les dockers, les portuaires, les enseignants, le personnel soignant et non soignant de nos hôpitaux, les salariés du privé, les agents de la fonction publique, toutes et tous. Bravo et merci. Et oui, nous irons jusqu'au retrait et nous le ferons aussi pour vous. Parce que c'est vous qui avez ouvert la voie depuis plus d'un mois. 40 jours, ça a été dit. C'est le mouvement social le plus long de ces 40 dernières années. Et ça s'est fait même pendant une période à laquelle les Français sont naturellement attachés, celle des fêtes de fin d'année. Et après 40 jours de grève, après toutes ces difficultés, après la machine pétaradante des médias qui continuent à nous expliquer que la grève, c'est terrible et qui consacre tout son temps d'antenne
à parler des conséquences de la grève plutôt que de s'intéresser, nous allons faire ce soir, aux conséquences de cette réforme des retraites. Moi, je suis sûr d'une chose, les amis, c'est que si on avait consacré autant de temps d'antenne à expliciter les conséquences de la réforme des retraites que l'on en a consacré à expliciter les conséquences affreuses de la grève, eh bien, ça ferait longtemps que la réforme des retraites par points, elle serait déjà à la poubelle. J'en suis convaincu. Et c'est ainsi, ils ont passé tout leur temps à nous expliquer combien la grève était difficile. Oui, la grève, c'est difficile. Et c'est d'abord difficile pour les premiers qui subissent ces effets, à savoir celles et ceux qui la font. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons les remercier. Parce que 40 jours de grève, oui, ça a des conséquences matérielles immédiates. Ça veut dire qu'on rentre à la maison avec des fiches de paie réduites à néant. Et on le fait pour l'intérêt général, pas simplement pour soi. Et on ne se lève pas le matin soulevé d'enthousiasme à l'idée de faire grève. La grève, c'est un élément du rapport de force, légal. Vraisemblablement, pour certains, il faudrait leur rappeler, parce qu'ils l'ont oublié. Honte à ce député macroniste du Pas-de-Calais qui s'est laissé aller à dire que la grève était une prise d'otage, ou que sais-je, ou du terrorisme, et à comparer les grévistes à des terroristes, surtout dans la période que nous connaissons aujourd'hui. Certains feraient bien de se rappeler que la grève est aussi un des éléments essentiels de l'histoire sociale d'un pays comme la France. Je crois que tous les salariés français qui en ont l'occasion sont heureux de pouvoir partir en vacances et de prendre des congés payés. Mais combien d'entre eux se rappellent, lorsqu'ils chargent la voiture, quand ils ont la chance de pouvoir partir avec leur famille en vacances, que s'il y a eu les congés payés, ça a été, pour reprendre l'expression de M. Pont, le député En Marche, à cause de graves, grandes prises d'otages, un sacré terrorisme, les grèves qui nous ont permis d'obtenir ces avancées sociales, parce qu'avant de se battre comme nous le faisons aujourd'hui contre des destructions sociales, ce pays s'est battu. Nos parents, nos grands-parents se sont levés pour obtenir des acquis sociaux dont nous sommes fiers, qui sont toujours mis en danger. Et ça aussi, nous devons le saluer et en avoir la fierté, car c'est l'histoire sociale de notre pays. Oui, nous sommes le peuple français, et oui, nous avons cette essence, et notamment la grève, comme l'un des moyens du rapport de force existant. Alors ils vous l'ont dit, et ils vous l'ont dit mieux que moi, l'urgence dans la période, c'est de venir au renfort. On peut satisfaire d'au moins deux choses. La première, c'est de voir que certaines professions qui n'avaient pas démarré le mouvement s'y sont mis plus récemment. Et la deuxième, et elle est essentielle, c'est qu'alors que tout ça s'est passé pendant la période des fêtes, et à grand renfort de médias faisant la grève bashing, eh bien, après 40 jours de grève, le mouvement est toujours soutenu par une majorité du pays. Les Français ne sont donc pas dupes. Même s'ils subissent les conséquences de la grève, ils comprennent qu'il vaut mieux quelques semaines, peut-être quelques mois de galère, que des retraites de misère. Et oui, effectivement, nous pouvons saluer ce grand mouvement de 40 jours qui, à cette heure, a toujours le soutien d'une majorité de Français. Et même la retraite par points qui nous a été vendue, j'y viens dans un instant, comme le modèle universel. Et les Français, qui pour une majorité sont républicains, sont plutôt attachés à l'idée d'universalité. Mais ils ont compris que c'était que le produit d'appel, l'emballage, le verre d'eau pour faire passer la pilule, et que le système par points n'était pas du tout le garant de quelque universalité que ce soit. Et bien malgré tous ces éléments de langage, et bien même l'idée d'un système à points est en train de décroître dans son soutien qu'il avait des Français. Donc à l'heure où nous parlons, du point de vue en tout cas des sondages, et même si on veut bien admettre qu'il fallait les prendre toujours avec des pincettes, le mouvement a encore de la réserve. Mais pour autant, effectivement, 40 jours de grève, c'est difficile. Donc la priorité, et j'adresse ce message à toutes celles et ceux qui l'entendront depuis cette salle, mais aussi ceux qui nous suivent en direct, il ne faut pas faire la grève par procuration. Il faut la faire à votre tour. Si vous ne l'avez jamais faite, si vous aviez intériorisé que ça ne vous concernerait jamais, je vous le dis, toutes et tous, vous êtes concernés. Vous avez donc toutes et tous intérêt à ce que le mouvement réussisse. Et la priorité pour ça, c'est maintenant de venir au renfort de celles et ceux qui ont démarré depuis 40 jours. Le soutien promis aux grévistes, c'est la grève elle-même. Et puis, il y a les autres moyens. Soyez présents sur les assemblées générales, sur les piquets de grève. Ça a été dit, faites des dons, multipliez-les si vous en avez la possibilité aux caisses de grève. Oui, la portée est essentiellement aujourd'hui symbolique, mais néanmoins, non seulement ça montre qu'on se serre les coudes,
Et pour les situations financières les plus difficiles, ça peut toujours aider. Quand vous traversez le désert, s'il reste quelques gouttes d'eau dans une gourde, vous êtes toujours content de les avoir, quoi qu'il arrive. Donc à la sortie de cette salle, tout à l'heure, il y aura de quoi, si vous le pouvez, participer à ces caisses de grève, et bien évidemment, je vous y appelle également. Dire une chose extrêmement importante, c'est que le gouvernement a choisi l'affrontement. C'est Emmanuel Macron et lui seul qui porte aujourd'hui la responsabilité de cette situation de blocage. C'est lui et lui seul qui a voulu l'affrontement et qui a tenté aujourd'hui le pourrissement. Et on le voit à l'Assemblée nationale dans une moindre mesure, quand ils sont très à la peine sur l'argumentation et que l'opposition fait plutôt bien son travail, on les observe sur les bancs des ministres et ils se disent « Bon, là nous sommes en difficulté, mais serrons les dents et dans quelques heures leur comédie sera terminée et puis la machine va continuer à tourner et notre projet va passer. » Bien là, c'est la même logique. Ils savent pertinemment combien c'est difficile pour celles et ceux qui font grève, mais ils font le pari de l'usure et du pourrissement. J'assure que la détermination que l'on voit à la fois chez celles et ceux qui ont parlé, comme chez celles et ceux qui sont en manifestation, montre que le gouvernement n'en a pas fini avec les grévistes. Et cette semaine, notez-le, nous avons 3 jours d'action intersyndicale, demain, mardi, mercredi et jeudi. J'espère qu'on y sera toutes et tous. Ça n'est pas fini. Le gouvernement a aussi tenté la division, bien sûr, entre les grévistes et les non-grévistes. C'est toujours très facile, ceux qui subissent la grève. Mais moi, j'adresse un message, y compris aux professions les plus touchées par la grève. Il ne s'agit pas de mépriser votre message, vous qui dites combien c'est dur. On a beaucoup vu, par exemple, dans les médias récemment, les commerçants. Eh bien, j'adresse depuis cette salle aussi un message aux commerçants. Et je leur dis, mesdames, messieurs, vous qui, effectivement, subissez les conséquences directes de cette grève maintenant, 2 choses. D'abord, vous-même, vous êtes potentiellement de futurs retraités et vous n'avez pas non plus, comme futurs retraités, intérêt à cette réforme. Mais qui plus est, comme commerçant, vous avez intérêt à ce que les retraités de ce pays aient un bon niveau de revenus, ne soient pas précarisés, pour pouvoir demain potentiellement consommer et acheter ce que vous leur proposez d'acheter. Donc oui, grévistes et non-grévistes ont un intérêt commun, qui est le succès de ce mouvement et le retrait de cette réforme. Mais Emmanuel Macron a aussi, avec les régimes spéciaux, d'ailleurs ils les ont multipliés, parce qu'on nous a parlé du chiffre de 42 régimes spéciaux. 42, c'est le chiffre qui est censé vous coller l'urticaire. Oh là, il y en a beaucoup trop, 42, c'est insupportable. Bon, en fait, c'était un chiffre annoncé par le regretté M. Delevoye, et 42, ça a été en fait la multiplication. M. Delevoye, il a oublié des lignes sur sa déclaration d'intérêt à la haute autorité. Par contre, des lignes de régimes spéciaux, ça n'y a pas de problème, il en a même rajouté. Parce que 42 régimes spéciaux, ça n'existe pas. Il n'y en a pas 42 des régimes. Les chiffres du Conseil d'orientation des retraites qu'ils prennent si souvent, c'est 18 régimes différents. Et les chiffres du ministère de la Santé, qui fait aussi référence en matière de retraite, c'est 23 régimes différents. Alors comment M. Delevoye a fait pour nous annoncer qu'il y en avait 42 ? Ben, il a fait des multiplications. Par exemple, pour n'en citer qu'un, vous savez, un régime qui a été issu de la fusion de 2 régimes, Agirc-Arrco, eh bien aujourd'hui c'est Agirc-Arrco. M. Delevoye a dit non, c'est Agirc et Arrco, ça en fait 2. Et du coup, ça fait des multiplications, et son chiffre est un peu plus gros, et il espère que ce sera insupportable. Mais nous, peu importe le chiffre, hein, si c'est le fruit de lutte sociale, si c'est justifié comme on le voit encore dans beaucoup de professions, et d'ailleurs, c'est souvent en train de s'éteindre par l'effet des réformes récentes, ça ne nous dérange pas. Mais ils ont trouvé leur produit d'appel, l'universalité, comme c'est beau. À chaque réforme, pour la Macronie, ces éléments de langage, ils sont très forts pour ça. Souvenez-vous que l'acte 1, les ordonnances travail qui ont détruit le code du travail, c'était pour, est-ce que vous en souvenez ? Libérer les énergies. Libérer les énergies. C'est pas beau, franchement, c'est irrésistible. On a tous envie d'avoir les énergies libérées. C'était aussi pour faire le pari du dialogue social, c'est magnifique. Non, c'était pour détruire le code du travail. Et figurez-vous que le nouveau monsieur retraite, monsieur Pietraszewski, celui qui a remplacé monsieur Delevoye, c'était le même monsieur qui, à l'Assemblée nationale, je m'en souviens bien, était le rapporteur de cette fameuse loi des ordonnances travail. Alors là, on s'y arrête un instant. Universalité, messieurs, dames de la République En Marche, vous, vraiment, universel. Universel. Mais vous qui prétendez mettre à bas les régimes spéciaux, vous êtes les plus grands faiseurs de régimes spéciaux. D'ailleurs, faire une multitude de régimes spéciaux, autant qu'on n'en a jamais fait,
ça a été le premier acte posé lorsque vous êtes arrivé au pouvoir. Parce qu'avec les ordonnances travail, vous vous êtes employé à précisément détruire, détricoter, casser une règle commune, universelle, qui s'appliquait à tous, le code du travail, pour en faire autant qu'il y a d'entreprises. Et donc, en quelque sorte, faire autant de régimes spéciaux qu'il y a d'entreprises par la négociation entreprise par entreprise. Par conséquent, ce Tartuffe qui nous dit aujourd'hui « je vais faire un régime universel », en quelque sorte, est celui qui a fait le plus de régimes spéciaux. Et quand bien même, vous allez le voir, la réforme des retraites par points va être une création sans précédent de régimes spéciaux, puisqu'il y aura autant de régimes spéciaux que de générations. Par conséquent, l'une des raisons pour laquelle le temps ne joue pas en leur faveur, c'est que s'ils espèrent que les grévistes s'usent, pendant qu'ils font ce pari-là, les gens comme vous, ils sont pas bêtes, ils font circuler l'argumentaire, ils permettent de faire en sorte que cette réforme des retraites, elle soit mieux comprise. Et à mesure qu'elle est mieux comprise, les gens voient bien que l'universalité là-dedans, il n'y en a pas. D'ailleurs, on vient d'apprendre tout à l'heure que parce que les avocats, saluent à eux aussi, sont bien mobilisés, vous avez vu ce geste de détresse qu'ils ont fait devant Madame Belloubet en remettant leur robe à ses pieds, mais elle avait prévu de présenter ses vœux, alors elle n'a pas varié d'un pouce, quoi. Elle a toutes ses robes qui... Le ministre de tutelle est présent, on fait un signe de détresse, on envoie toutes les robes à ses pieds. J'avais prévu de vous souhaiter mes vœux, alors une très bonne année, blablabla, elle continue. Ces gens-là sont absolument intarissables. À croire qu'ils sont uniquement des machines, des robots, pour voter à l'Assemblée nationale, c'est tout ce qu'ils savent faire. Bref, l'universalité dans leur bouche, ça ne colle pas. Et ils vont faire autant de régimes spéciaux que de générations, et tout le monde va le voir dans un instant. Alors, depuis maintenant quelques mois, le pays se passionne pour une question absolument technique, les retraites. Il faut dire qu'en ce moment, le niveau d'audience pour le sujet, il est très bon, mais très franchement, quand généralement on aborde le sujet des retraites à la télévision, c'est tellement imbitable et technique qu'on n'a qu'une envie, c'est de zapper, très franchement. Mais là, non. Depuis quelques mois, on voit que les Français s'intéressent particulièrement au sujet. Les journalistes, partout où je passe, me disent on voit des pics d'audience quand on annonce que l'émission va traiter des retraites. Nous-mêmes, d'ailleurs, sur les réseaux, etc., on voit bien que chaque fois qu'on en parle, il y a effectivement une audience qui est plus importante. Et certains camarades qui ont commencé à militer avant moi, c'est pas très difficile, m'ont dit que ça leur faisait penser à une période qui n'est pas si lointaine, que moi j'ai vécu en observateur, j'étais encore très jeune, qui était le traité de 2005 et le référendum, où on était sur un sujet absolument technique aussi, mais où ce genre de réunion, où les uns les autres disaient ce qu'ils avaient à en dire, passionnés, et où les arguments circulaient. Oui, c'est à peu près le même niveau d'ébullition démocratique que nous vivons en ce moment avec l'affaire des retraites. Et de ce point de vue, c'est intéressant. Mais depuis quelques mois donc, ils nous parlent de la retraite comme un problème. Quand on les écoute, on a l'impression que la retraite, c'est une équation terrible à résoudre, on va se couper les cheveux en quatre pour y arriver, que si l'espérance de vie a augmenté, quel problème, c'est terrible, il faudrait presque qu'on s'excuse de vivre plus longtemps. Et on les écoute tous avec leur langage de fichiers Excel et de calculatrice sur les plateaux de télé, essayer de trouver comment on résout l'équation. Mais non, les amis, la retraite, c'est pas un problème, c'est magnifique. Et il y en a quelques-uns dans cette salle, je pense, qui en profitent, et tant mieux. C'est un nouvel âge de la vie, où après une vie de travail et de labeur, on peut faire enfin autre chose. On peut penser un peu à soi, aux siens, mais surtout, et dans ce pays on en sait quelque chose, on s'engage beaucoup. Et d'ailleurs, on ne calcule jamais les économies extrêmement importantes que font faire les retraités de ce pays à tout le pays. C'est évident. Je pense simplement aux gardes d'enfants, pour ne penser qu'à cela. Donc voilà, la retraite, c'est un nouvel âge de la vie, où on pense à soi, aux siens, où on s'engage, et c'est bien, et c'est positif. C'est pas un problème ou une équation à résoudre qui serait si difficile que ça à résoudre. Alors il nous explique sans cesse, oui, mais vous comprenez, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. C'est vrai que dit comme ça paraît absolument logique. On se dit, oui, si on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Mais dans le même temps, ces gens-là ne s'intéressent pas au fait que si on vit plus longtemps, c'est notamment, pas que, parce que une fois j'ai fait l'effort d'oublier j'ai oublié le notamment. On m'a dit, ah oui, alors si on vous écoute, si on arrête de travailler à 18 ans, on vit beaucoup plus longtemps. Ok, bon. Quand ils veulent nous folkloriser, ils savent le faire. Non, par contre, messieurs, dames, oui, la médecine, la santé, etc. Mais c'est notamment à mesure que la durée du temps de travail dans la vie, dans la semaine, dans la journée a diminué, et ça se vérifie d'un point de vue statistique, que l'espérance de vie a aussi augmenté. Mais l'espérance de vie, dans notre pays, désormais, elle stagne. Et l'espérance de vie en bonne santé, elle n'est que de 63 ans. 63 ans. Par conséquent, leur projet de réforme des retraites vise d'abord et avant tout à une chose, assumer le fait qu'on va vous faire travailler
au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. C'est ça leur projet. Faire travailler les Français toujours plus, progressivement plus, a dit M. Édouard Philippe, toujours plus et donc naturellement au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Eh bien, nous disons que ça n'est pas acceptable, mais que surtout, quand on voit un petit peu la manière dont les richesses dans ce pays sont réparties, on se dit qu'il y a peut-être d'autres solutions que travailler plus longtemps. Et je vais y venir dans un instant. Et que travailler plus longtemps, c'est intéressant, mais est-ce que ça fonctionne aujourd'hui dans le pays? Est-ce que ça marche, travailler plus longtemps d'abord, avant de nous le proposer? Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Et il y aurait du boulot pour que ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, vous avez dans ce pays quelques 300 000 chômeurs de plus de 60 ans, qui pour la majorité d'entre eux ont toutes leurs années de cotisation. À l'âge d'arriver à la retraite, un actif sur deux n'est déjà plus en emploi. Alors M. Macron, travaillez plus longtemps, ça va d'abord produire un effet, c'est que vous allez augmenter le chômage des seniors et que ce faisant, les dépenses que vous ne voulez pas faire sur les caisses de retraite, vous allez les faire sur l'assurance maladie avec la branche santé. Voilà ce qui va se passer en réalité avec votre affaire. Et puis surtout, augmenter le temps de travail, c'est bien évidemment le chômage des seniors, mais c'est aussi le chômage des jeunes. Le problème se trouve aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, le chômage des seniors, et de l'autre, celles et ceux qui n'attendent que de pouvoir s'insérer dans l'emploi et qui n'y arrivent pas. Bref, travailler plus longtemps, non seulement ça n'est pas désirable si on veut bien considérer l'espérance de vie en bonne santé, mais en plus, ça ne fonctionne pas si on considère la situation de l'emploi et du chômage dans notre pays. Alors ils nous disent, oui, mais c'est la seule solution parce qu'on a un problème de financement. Et alors là, c'est vraiment très intéressant. Il faut d'abord revenir sur ce qu'est notre système de retraite aujourd'hui. Parce que tout de même, je parlais à l'instant de toutes les raisons de la fierté du modèle social français, mais les retraites, c'en est une. Et le modèle français, il est malgré tout très singulier. Et il est observé à l'international, et notamment en Europe, parce qu'il a permis des résultats significatifs. Lorsque l'on a inventé la sécurité sociale, on a édicté cette règle. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et je vous prie de croire que c'est iconoclaste à côté de tout ce qui s'est fait dans plein d'autres pays. Et grâce à cette règle, s'agissant des retraites, la France a ce résultat que même s'il reste beaucoup à faire, le taux de pauvreté des seniors en France est largement inférieur à celui de nos voisins européens qu'Emmanuel Macron aime tant citer quand il s'agit de parler d'économie. Et donc nous avons toutes les raisons d'en être fiers. Bien sûr, le modèle de retraite depuis plus de 30 ans a subi de rudes coups de canif qui ont largement abattu les revenus des retraités. Il y a notamment une réforme de la fin des années 80, 87 je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui simplement en ayant modifié le fait de savoir si la retraite était calculée sur l'inflation ou sur le salaire, c'est passé sous les radars, a été l'une des réformes qui aura écrasé le plus le niveau de revenu des retraités. Bref, ils se sont déjà beaucoup employés depuis 30 ans à détruire ce modèle. Mais la raison principale pour laquelle jusqu'à présent ça a plutôt fonctionné, eh bien, c'est précisément le point sur lequel Emmanuel Macron, avec sa réforme par points, procède à une rupture sans précédent. Et s'il y avait un seul point à retenir sur la réforme des retraites par points, ça fait beaucoup de points dans la phrase, c'est celui-là. Jusqu'à présent, à mesure que la part des seniors dans la population de ce pays a augmenté, on a augmenté quasiment proportionnellement toujours la part des richesses produites consacrées à nos retraites. Tant et si bien qu'aujourd'hui, ces deux courbes sont strictement parallèles et que la part des richesses consacrées aux retraites, elle est de 14% du PIB. Toutes les projections démographiques nous expliquent que cette part des seniors dans la population va continuer à augmenter. Mais Emmanuel Macron, lui, prend une décision centrale, aussi absurde que les règles budgétaires européennes, vous savez, les 3% de déficit et la règle d'or. Il veut faire sa règle d'or sur les retraites en France, ce 14% est un plafond, a-t-il dit. Donc vous comprenez que la courbe maintenant elle s'aplatit, alors que celle de la démographie et de la part des seniors va continuer à augmenter. Rien que cette annonce, les amis, rien que le fait que M. Delevoye à la radio ait dit oui, 14% c'est un plafond, conditionne une annonce, c'est que oui, le niveau de pension va baisser, et que le système par points ne permet qu'une seule chose, c'est qu'en fonction du nombre de convives qui viennent à table, qui vont être toujours plus nombreux, eh bien en quelque sorte, M. Macron dit, moi, peu importe le nombre que vous soyez, je ne cuisinerai pas un plus gros gâteau, alors que jusqu'à présent, c'est ce qu'on a toujours fait. Et donc le système par points ne permet qu'une chose, calibrer en fonction du nombre d'invités à table, la taille de la part du gâteau que je vais couper. Ça ne sert qu'à ça, un système par points tel qu'ils veulent le faire.
Ils nous disent qu'ils font tout ça pour solutionner un problème qui est d'ordre financier. Alors là aussi, on regarde. Ça a été dit tout à l'heure, très justement, par Silver, les retraites dans ce pays, ça pèse 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros, et eux nous disent qu'on aurait un problème de déficit à horizon 2025 terrible, de 8 à 17 milliards d'euros. Déjà, on relativise un peu le poids du trou par rapport à l'ensemble de la caisse, mais surtout, on interroge pourquoi il y a ce trou. Pourquoi il y a ce trou? Parce que souvent, les amis, un déficit, c'est une construction politique. Et quand on décide de faire des exonérations sociales, des exonérations fiscales, et qu'on ne compense pas ensuite ces exonérations, ce qu'a fait Emmanuel Macron encore lors des derniers budgets, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On creuse un trou dans la caisse, on attend un peu, on revient un peu plus tard, et on dit, regardez, il y a un trou dans la caisse, il va falloir faire quelque chose, des économies. Et donc, la réforme des retraites, elle est prête, elle va pouvoir régler ce trou. Alors, ils ont un souci pour trouver 8 à 17 milliards d'ici à 2025, et parce qu'ils ont ce problème, leur solution unique, c'est de vous faire toutes et tous travailler plus longtemps. Bon, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Très franchement, quand on sait que la productivité a été multipliée par 3 depuis les années 70, parce qu'ils font souvent le ratio entre les actifs et les retraités, comme si un actif d'aujourd'hui produisait strictement autant qu'il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans. Et bien sûr que non, la productivité elle a augmenté. Aujourd'hui, le travail d'un seul produit beaucoup plus de richesse que le travail d'un seul il y a quelques années. Ça, bien évidemment, ils ne le disent jamais. Mais surtout, la richesse produite par le travail humain, est-ce qu'elle est bien répartie? Vous avez un problème de combien, vous dites? 8 à 17 milliards? Ça tombe bien, la semaine dernière, on a appris que rien que les dividendes du CAC 40, ça atteignait encore des records, c'est 60 milliards d'euros. Rien que le CAC 40, hein, pas tous les actionnaires, ceux du CAC 40. 60 milliards d'euros. Mais d'où viennent 60 milliards d'euros qui font que la France peut se targuer d'être la championne du monde des dividendes versés aux actionnaires? Une nuit toujours, on est les champions du monde, d'Europe, de la dépense sociale. Nous sommes le pays champion du monde des dividendes versés aux actionnaires. Et qui produit ce capital? Sinon, effectivement, d'abord et avant tout que le travail humain. Donc si vous avez un problème pour éponger 8 à 17 milliards potentiels de déficit d'ici à 2025, nous, on ne manque pas d'inspiration. Évidemment que la question du financement des retraites, c'est aussi d'abord et avant tout la question de la répartition de la richesse produite, c'est une évidence. Mais quand bien même on pourrait continuer, dans les fonds de réserve des différents régimes, des caisses qui ont été pensées pour éventuellement éponger des effets démographiques, il y a 127 milliards d'euros de réserve. Ça va, on a de quoi voir venir quand même. La caisse d'amortissement de la dette sociale d'ici à 2024, elle va dégager 20 milliards d'euros de plus par an. Donc, même sans faire grand-chose en réalité, si vous avez un problème demain, on saurait le régler. Mais nous, on veut aller plus loin. Parce qu'on sait qu'on peut faire autre chose que de travailler toujours plus longtemps et que pour pouvoir faire en sorte qu'on parte avec un âge décent et avec un niveau de pension digne, eh bien, il faut effectivement consacrer un peu plus, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, de richesse à nos retraites. Mais eux, bien évidemment, c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire. Donc est arrivé le rapport de Levoy et cette réforme des retraites, qui cette fois-ci, l'élément de langage nouveau, c'est que, vous l'avez compris, c'est une réforme qui est juste, qui est simple et pour tous. Entendu, hein? Juste, simple et pour tous. Compris? Juste, simple, pour tous. Ça rentre? La répétition fixe la notion, hein. C'est juste, simple et pour tous. Ils ont peut-être l'impression qu'à force de le dire, on va finir par y croire. Mais en réalité, non, parce qu'à force qu'ils le disent, nous, on regarde les détails, on comprend que ce n'est pas le cas. Bref, regardons de plus près leur réforme juste, simple et pour tous. D'abord et avant tout, en disant une chose. Quand ils n'ont plus d'arguments, généralement ça vient vite d'ailleurs avec les députés de La République En Marche, quand ils n'en ont plus, ils se réfèrent à un argument d'autorité. C'est la branche à laquelle ils s'accrochent. Oui, mais monsieur Caténins, nous avons été élus, nous. C'est vrai. On pourrait longtemps discuter du contexte tout à fait particulier et des conditions de votre élection. Mettons ça de côté, vous avez été élu, et alors? Ben alors, on a été élu sur un programme, et on avait dit qu'on ferait cette réforme des retraites. Ah bon? Eh ben, on va regarder. Si vous avez gardé dans vos archives, à mon avis pas, mais on ne sait jamais. Si vous avez gardé dans vos archives ce best-seller, qui est le programme d'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle de 2017, je vous invite à le réouvrir, voire à faire agrandir la page pour en faire un poster, en page numéro 13. En page numéro 13 du programme d'Emmanuel Macron, on parle beaucoup des retraites et on y met une petite phrase de cadrage. Je
je l'ai bien en tête et surtout je me souviens, c'est écrit en bleu sur blanc. C'est écrit « Nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions ». Comme c'est intéressant. Précisément, votre réforme par points fait les deux. C'est donc un double mensonge. Oui, elle fait les deux, parce que contrairement à ce qu'on nous répète depuis 2 jours sur les plateaux de télé, si, le niveau de pension va baisser. Non, non, le niveau de pension va pas baisser. Bah si. Si, au même âge, à âge égal, comparativement au système actuel, pour atteindre le même niveau de pension, pour avoir une pension à taux plein, vous avez besoin de travailler davantage, c'est bien qu'au même âge, le niveau des pensions a diminué par définition. Et vous allez toucher à l'âge de départ effectif, non pas à l'âge légal de départ. Tout le monde a compris que vous auriez toujours le droit, oui, et d'ailleurs, je vous rassure, c'était le summum de votre inquiétude, vous aurez toujours le droit de partir à 62 ans. Légalement, c'est toujours cet âge-là qui sera retenu. Oui, mais tout le monde a compris qu'il valait mieux pas partir à 62 ans. Parce qu'avec le fameux âge d'équilibre qui va se décaler génération après génération, eh bien, si vous partez à l'âge légal de départ, vous vous choperez une décote qui va durer toute la vie qui vous restera à vivre et qui va atteindre vos retraites. Donc, première chose, la première des choses à dire, c'est que vous êtes juste des menteurs. Et on peut leur dire droit dans les yeux. Parce que même dans le programme, ce qu'ils prétendaient faire est précisément le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que c'est un argument qui mériterait d'être entendu par les députés de La République En Marche. Bref. Parmi les éléments de langage sans cesse ressassés, il y a notamment le fait de dire « Non, il n'y aura pas de perdants avec le système à points ». Bon bah là c'est pareil, malheureusement il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre que si. C'est que si aujourd'hui quand vous êtes fonctionnaire, on calcule votre retraite en prenant en compte vos 6 derniers mois, et d'ailleurs tout le monde comprend qu'on traite différemment le privé du public pour une raison, c'est que les carrières dans le privé et le public ne sont pas les mêmes. Et que dans le public, votre carrière, compte tenu des évolutions d'échelon, eh ben, elle est plutôt graduelle. Alors que dans le privé, c'est pas le cas. Et que dans le privé, vous pouvez aussi subir les effets d'un retrait du travail, d'un accident de la vie, quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, on prend en compte, pour les fonctionnaires, les 6 derniers mois dans le calcul de leur pension de retraite. Et pour le privé, c'était avant, peut-être qu'ils s'en souviennent, les 10 meilleures années, mais le fait des dernières réformes, c'est que maintenant, c'est les 25 meilleures années. C'était les 10 meilleures, maintenant, c'est les 25 meilleures. Tout le monde doit comprendre que si demain, dans leur système à points, on calcule la pension sur la base de l'ensemble de la carrière, eh bien, de fait, comparativement au système actuel, tout le monde va être perdant. Et ça, un gamin de 5 ans peut le comprendre. Si vous lui dites « Est-ce que tu préfères qu'on calcule sur tes 5 dernières notes ou sur toute l'année de ta scolarité, ta moyenne ?» Il va vite comprendre qu'il vaut mieux que ce soit les meilleures notes qui sont prises en compte ou les dernières, il y a eu un trimestre particulièrement favorable, vous voyez. Donc, rien que ça permet de dire que tout le monde va être perdant sans exception. Rien que par le fait que tout sera calculé sur l'ensemble de la carrière. Mais il y a un loup qu'ils n'ont toujours pas levé. C'est que moi, je sais vous dire ce qu'est une carrière complète dans un système où on calcule par trimestre et par annuité. Mais monsieur Pietraszewski, si sympathique que vous soyez, vous n'avez toujours pas expliqué